un certain seuil, une certaine quantité qui est définie en fait par, des spécifications assez standardisées. Et l'EMS, qui est pas l'objet de cette présentation, mais qui est un terme assez répandu quand même, qui est la susceptibilité électromagnétique et qui consiste, quant à elle, à tester la capacité d'un dispositif sous test, que je vais appeler DUT, hein, dans ma présentation, Device Under Test. Donc la capacité d'un dispositif à fonctionner même lorsqu'il est soumis à des EMI. OK? Donc cette présentation-là, elle sera plus focalisée, en l'occurrence, sur les EM sur l'EMC. Alors quelques exemples, hein, concrets pour savoir un peu comment ça se manifeste, peut-être que ça vous parle pas forcément trop, de manière pratique. Heu, voilà 3 exemples. Donc par exemple, donc ce sont des vrais exemples, hein, c'est pas inventé. Donc, en Angleterre, un radar de vitesse, qui interférait justement avec la transmission, TV satellite de la chaîne Sky et d'autres chaînes au-dessus d'un gigahertz, ce qui crée du bruit, sur les télévisions. En Allemagne, un système ABS de certains véhicules qui était rendu inopérant, sur une certaine portion d'autoroute, qui était équipée d'un transmetteur radio, de type maintenance autoroutier. Et aux États-Unis en 93, plus sérieusement, d'un point de vue de la sécurité effectivement, c'est le pilote automatique d'un DC-10 qui était, dérangé à cause de voilà, d'un baladeur CD qui est utilisé en cabine. C'est pour ça qu'on nous demande, toujours d'éteindre nos appareils, de les mettre en mode avion. C'est parce que c'est justement à cause de ces problématiques CEM. Donc le pilote en l'occurrence a dû enclencher son pilotage manuel pour pas se crasher. OK, alors pour faire un petit peu d'histoire rapidement, les prémices des tests CEM en fait remontent à 1933 en France. Donc tout est parti de France à Paris en l'occurrence lorsque le CISPR a été créé. Donc c'est le Comité international spécial des perturbations radioélectriques. Donc c'est toujours, utilisé un sigle qui est toujours utilisé tel quel en français. Et à cette occasion, donc les premières techniques de test ont vu le jour pour faire face aux problèmes CEM émergents. D'accord? Ensuite, les autres comités, dérivés du CISPR sont arrivés, par exemple le FCC, aux États-Unis en 1979. D'accord? Heu, il y a des directives qui changent très régulièrement, qui sont remis à l'ordre du jour pour refléter au mieux les technologies actuelles. La dernière directive, par exemple, européenne, date de 2014 et elle tend à harmoniser justement la législation des États membres de l'Union européenne concernant la CEM. D'accord? Donc tous ces standards, ils décident tout simplement, de comment on va tester, la CEM en fonction du pays, en fonction du type de dispositif sous test, en fonction de la gamme de fréquences et cetera et ce standard va aussi définir comment l'instrumentation est réglée pour réaliser ces tests. Oui, alors quels sont les enjeux liés à la CEM quand on développe aussi bien des objets connectés que n'importe quel, dispositif électronique? Heu et bien, en fait, c'est déjà l'aspect légal, hein, de la CEM qui impose de valider son produit sous peine de ne pas pouvoir le mettre sur le marché ou même d'avoir de fortes amendes, voilà, de fortes amendes si le produit n'est pas validé. Donc la législation, elle requiert une validation dans un labo agréé, dans un labo de validation, et ça coûte beaucoup d'argent, d'accord? C'est une prestation qu'on paye à l'unité, donc ça c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent. D'un point de vue plus technique, je dirais, la recherche des EMI, c'est pas une tâche facile et ceci pour différentes raisons. Déjà, il faut trouver précisément la cause, hein, en changeant des composants, en améliorant le blindage et cetera, mais tout en trouvant quand même un équilibre de coût parce qu'à trop rajouter de blindage et à trop surdimensionner la qualité du circuit, eh ben, on maîtrise plus trop en fait les coûts de production. Ensuite, l'identification de ces causes, elle passe parfois, par la corrélation de signaux de différentes natures, que constitue, l'objet connecté. Il y a des signaux analogiques, des signaux de puissance, des signaux numériques, des signaux RF et cetera, en général qui sont placés justement assez proches les uns des autres à cause de la miniaturisation de ces objets connectés. Donc il faut pouvoir parfois corréler tous ces signaux pour pouvoir trouver la cause des EMI.
OK? Et enfin, les EMI transitoires, hein, qui existent, hein, des EMI très courtes, qui peuvent être tout simplement très difficiles à voir avec, les instruments de mesure qui étaient disponibles jusqu'à maintenant, d'accord? Et qui peuvent malgré tout contribuer à faire échouer un test. Donc c'est un petit peu tous les enjeux qu'il y a autour du test CEM, des objets connectés. Voilà, maintenant se pencher un petit peu plus, sérieusement sur le sujet, sur le test CEM et voir, quel est comment est constitué un cycle d'un test CEM. Donc on voit un petit peu comment ici ça fonctionne sur ce diagramme. Donc, c'est l'organigramme d'un test CEM. Donc habituellement lorsqu'on n'a pas de chambre anéchoïque, hein, ce qui est majoritairement le cas, hein, j'imagine, on envoie son, dispositif sous test, son DUT, passer la validation. Dès lors qu'on a fini à peu près 90 du design, hein, on l'envoie en labo de validation, pour le valider selon le standard qu'on veut tester. Ça, c'est ce qu'on appelle la conformité. Donc la conformité, elle se fait dans un labo agréé, d'accord? Et elle coûte, pas mal d'argent et pas mal de temps. Le labo de validation, il reporte simplement la présence ou non d'une violation. Ça passe ou ça passe pas. Si ça passe pas, si ça passe, c'est très bien. Si ça passe pas, le labo va vous donner un rapport tout simplement avec un diagramme comme on. Est-ce que vous m'entendez? C'est revenu? Ouais, parfait. Excusez-moi, petit problème, technique de son. On continue, donc je pense que je m'étais arrêté à, je vais recommencer au niveau de d'où je me suis arrêté. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, le labo de validation, il va simplement reporter la présence ou pas d'une violation par rapport au standard que vous testez. Et il ne va pas vous donner d'indication sur ce qu'il faut faire pour améliorer et pour faire baisser la quantité d'interférences. Il va juste vous dire: «Ça passe, ça passe pas». Donc il y a des étapes en fait intermédiaires qu'on peut implémenter en amont en fait, heu, pour, heu, pour améliorer, et pour optimiser les chances de passer ces tests. OK? Il y a la préconformité. OK? Donc la préconformité, elle intervient donc avant la conformité bien sûr, sur site, donc en interne, heu, d'accord? Et elle permet tout simplement d'augmenter les chances de passer la conformité. On va voir développer un petit peu chacun de ces aspects-là un peu plus tard. Et enfin, heu, dès lors que si on a échoué la préconformité ou la conformité, on fait ce qu'on appelle du debug. D'accord? Du debug, c'est fait aussi en interne, sur site, hein. Et le debug, ça a tout simplement pour but de localiser, la partie qui sur le DUT, sur le circuit, provoque cette quantité trop importante de MI. OK? Donc, en résumé, la conformité, la conformité, c'est une approche plutôt normative booléenne, hein. L'investigation, elle a pour but de permettre l'identification des problèmes pour prendre des contre-mesures sur la conception du produit. Donc la conformité, donc c'est celle qui est réalisée donc dans les labos de validation et on dénombre donc 2 types de tests. Le premier test, ce sont les tests conduits. OK, hein, donc dans les tests conduits, on mesure tout simplement les EMI qui se couplent en fait via des conducteurs ou des câbles et qui polluent le secteur, qui proviennent du DUT et qui polluent le secteur. Alors étant donné que les objets connectés, sont habituellement plutôt, alimentés par des batteries, effectivement ce type de test, c'est pas le plus pertinent et c'est pas celui qui est le plus effectué, hein. Donc ça concerne vraiment tous les dispositifs qui sont alimentés par le secteur. Donc on utilise, un LISN,
ça fait partie de la configuration matérielle qu'il faut. Heu et ces tests en général basse fréquence, 10 Hz, 30 MHz maximum. Et dans un second temps, donc on a les tests irradiés. Donc là, tout simplement, on mesure les EMI qui sont transmis dans l'air. OK, donc là, on utilise bien sûr des antennes, hein, on place le dispositif sous test sur une table tournante à 360° pour pouvoir capturer tous les pics d'émission en toutes les directions et c'est en général plus haute fréquence, 9 kilo, 1 giga, voire au-delà. OK, donc parfois on utilise en plus des instruments supplémentaires comme un présélecteur, hein, qui est tout simplement un filtre passe-bande, qui peut être nécessaire en fait pour ne pas saturer les tâches d'entrée de l'analyseur, par des signaux qui ne sont pas pertinents et qui diminueraient en fait la sensibilité du récepteur CEM. Donc on peut être amené à utiliser un présélecteur. Dans les deux tests, heu, le circuit sous test, le DUT, il est mis dans un mode de test particulier qui simule un fonctionnement intensif, d'accord? Et par ailleurs, ce DUT, il doit être disposé sur le plan de travail ou sur la table tournante, comme il le serait dans une utilisation réelle. Alors s'il y a des câbles qui dépassent, des antennes et cetera, il faut laisser tout tel quel pour avoir un schéma de radiation le plus, je dirais, le plus, réaliste possible. Et bien sûr, il faut un logiciel et puis un récepteur CEM, très particulier et validé par le CISPR. OK, le LISN, donc dont je parlais tout à l'heure pour les tests conduits, c'est un appareil comme celui-là. C'est, pour les tests conduits, il est indispensable, hein, il a 2 fonctions. En fait, sa première fonction, c'est de en fait, de proposer une impédance connue et stable au circuit sous test. Parce que si vous branchez votre circuit sur une prise, lambda, eh bien l'impédance, elle peut varier d'une prise à l'autre, d'un bâtiment à l'autre, d'une ville à l'autre et c'est pas, on ne peut pas prédire ces variations, d'impédance. Donc dans un souci d'homogénéisation de ces tests, ce LISN, il va fournir en fait une sortie d'impédance stable et connue pour alimenter le DUT, OK? Ensuite, deuxième fonction, du LISN, c'est qu'il agit comme un filtre en fait qui va viser à éliminer les perturbations qui viennent du secteur. Celles-là nous intéressent pas. On s'intéresse à celles en revanche qui viennent, du DUT qui polluent le secteur. Donc on va simplement, voilà, avec kappa, une résistance, filtrer ces perturbations qui proviennent du secteur. OK, ensuite pour les tests irradiés, on utilise bien sûr des antennes. Alors, il n'y a pas de préconisation, les standards ne recommandent pas des antennes, particulières, donc pas de référence particulière. Donc le type va dépendre principalement de la gamme de fréquences, d'accord? Que le standard qu'on veut tester requiert de couvrir. Donc il y a différents types d'antennes, hein. Pour en citer quelques-unes, on a les plus fréquentes, la biconique, hein, qui est plutôt large bande, qui a un très bon taux d'onde stationnaire, plutôt fragile, plutôt volumineuse et pas très directive, hein. L'antenne qu'on voit sur la gauche en blanc, hein, une antenne Electrometrix. On a la log périodique aussi, qui est large bande aussi, qui est plus directive que la biconique et qui peut être, très imposante dès lors qu'on arrive bien sûr sur les basses fréquences. Donc voilà, il y a un exemple de l'antenne log périodique à gauche aussi en vert et enfin antenne Horn, hein, donc on dépasse rarement le giga sur les tests CEM sauf sur les standards, militaires, hein, 1000 STD et cetera, qui vont nécessiter, de monter en fréquence. À ce moment-là, on va utiliser des antennes, Horn, qui passent ces fréquences-là, qui ont des hauts gains. D'accord? Il est important de pouvoir, dans le logiciel, renseigner, les facteurs d'antenne, c'est-à-dire le gain et la fréquence et on peut assimiler ça si vous voulez grosso modo à la fonction de transfert de l'antenne. Donc c'est important de compenser cette fonction de transfert, de la rentrer dans la rentrée dans le système pour que ce soit compensé. Ensuite les paramètres de mesure, quelques quelques, particularités dont il faut faire attention.
Les récepteurs CEM en fait utilisés, ils sont très spécifiques, mais finalement ils sont quand même assez proches d'un analyseur de spectre, d'accord? Donc il y a certaines similitudes avec les analyseurs de spectre, notamment, le filtre utilisé. Un analyseur de spectre, il va utiliser un filtre de résolution, on appelle RBW, qui va correspondre à la à la largeur du filtre, heu, dans laquelle est intégrée l'énergie spectrale qui est affichée à l'écran. Donc ce filtre sur les analyseurs spectre, il est défini à 3 dB, OK? Il est défini à -3 dB. Sur les récepteurs CEM, il est pas défini à 3 dB, il est défini à -6 dB. OK, évidemment, un fil de 1 mégahertz par exemple, défini à -3 dB et à -6 dB, il a pas la même sélectivité, il intègre pas la même quantité d'énergie et donc la trace spectrale à l'écran a pas la même amplitude. Donc le filtre à 6 dB utilisé dans les récepteurs CEM, il va avoir une réponse, un peu plus faible, hein, à peu près 1,5 dB de moins. Donc c'est très important effectivement d'utiliser le bon filtre, heu, pour lire la bonne puissance ou la bonne, intensité du champ. Un autre paramètre qui est pas le filtre de résolution, qui est le filtre vidéo, que sûrement les, heu, les utilisateurs d'analyseurs de spectre, heu, ont recours, hein. C'est vraiment une terminologie d'analyseur de spectre, mais ça peut être aussi utilisé dans les récepteurs CEM. Tout simplement un filtre passe-bas, c'est un filtre qui lisse la courbe, qui lisse le spectre, qui permet de réduire tout simplement l'écart type du bruit affiché, afin de mieux discerner le signal. Heu, donc il est assez peu utilisé par les standards. Le CISPR ne nécessite pas son utilisation, le 1000ST non plus, en fait que le TELEC, nécessite son utilisation. Il faut noter que quand le VBW est pas, si le VBW, est réglé à une valeur, qui est, supérieure à celle du fil de résolution, ça n'a aucun effet. Donc il faut qu'il soit, dans tous les cas, réglé à une valeur de largeur plus petite que le fil de résolution. Ensuite, la méthode de détection, c'est aussi quelque chose qu'on trouve très majoritairement dans les analyseurs de spectre. Donc l'idée, c'est quoi? La méthode de détection, en fait, elle va déterminer comment les échantillons qui sont issus du convertisseur analogique numérique, comment ils sont traités afin de restituer à l'écran une trace spectrale avec un nombre de points, en fait, adéquat. Typiquement, le nombre de pixels, horizontaux qu'on a à l'écran. Imaginez vous avez 1 000 de points par acquisition qui sort du convertisseur. Si vous avez, 800 points sur votre écran, vous devez, l'appareil doit faire une décimation pour pouvoir. C'est revenu normalement, excusez-moi, encore une petite coupure. Donc je disais que, la détection, il y en avait plusieurs types, hein. Elle permettait de faire une décimation des points et d'afficher la trace correctement à l'écran. Donc par exemple la décimation, plus peak va garder uniquement sur sur un ensemble d'échantillons, le plus grand échantillon, celui dont l'amplitude est le plus important. Le mode sample, qui est souvent celui par défaut, garde seulement le premier échantillon et il va l'afficher à l'écran. Donc le choix du détecteur, bien sûr, il influence la courbe spectrale qui est restituée à l'écran. Comme on voit ici, on a un exemple, avec un signal spectral avec un zoom et on voit qu'avec une détection plus peak et moins peak, on n'a pas, la même réponse. D'accord? Donc c'est important de choisir la bonne, méthode. Il y a un détecteur qui est propre à la CEM, vous avez peut-être entendu parler, qui est, qui est le quasi-peak, hein, le quasi-peak, qui est requis, souvent par le CISPR.
Et qu'il y a de particulier, c'est qu'en fait, ce détecteur, il a une réponse qui dépend de l'occurrence temporelle du signal. Donc plus un signal est fréquent, potentiellement plus il va être perturbateur et plus le détecteur quasi-pic va lui accorder une présence spectrale importante. Alors, à la base, ce détecteur quasi-pic était implémenté, par un circuit analogique, circuit RC plus un voltmètre. Aujourd'hui, c'est purement numérique, OK, à base de kappa, de diodes, et de résistance. OK, ici, on voit ici, alors il y a 2 points qu'il faut noter, hein, concernant le quasi-pic, c'est que sa réponse, elle sera toujours plus faible que le pic, ou inférieur ou égal au pic, hein, au plus pic. Dans le cas d'un signal continu, la réponse serait la même. On verrait exactement la même réponse. Dans le cas d'un signal non continu, comme c'est le cas ici, un signal impulsionnel avec un cer certain, intervalle de répétition, on voit que la réponse du quasi-pic est plus faible que la réponse du plus pic. D'accord? Donc par conséquent, on peut dire que l'emploi en fait du plus pic, qui donne un résultat en fait, pessimiste, on va dire, il est souvent suffisant pour faire de la préconformité, puisque en gros, on peut imaginer que si les limites ne sont pas dépassées en plus pic, eh bien, elles ne le seront pas non plus nécessairement en quasi pic. En général, dans un labo de test, de validation, d'abord, ils font un scan en plus pic, qui est rapide, et ensuite, s'ils se rendent compte qu'il y a des violations, hein, des gabarits, ils font un scan en quasi pic, mais qui peut être très, très long. Et enfin, bien sûr, la partie, software, hein, qui est habituellement automatisée, qui permet de sélectionner le standard, et automatiquement l'appareil va se paramétrer correctement, en conséquence pour, avoir les bons filtres, les bons détecteurs, les bonnes limites, et cetera, et cetera. Et après la fin du scan, et ben, on a un résultat booléen succès-échec, qui est retourné à l'utilisateur voilà, de manière très claire, et le tout est accompagné d'un tableau qui récapitule un petit peu, là où il y a des pics d'émissions particuliers. Donc ça ressemble très proche à ce qu'on voit ici à l'écran. Après, ce sont des logiciels qui sont propres au labo de CEM, hein, voilà, il y a des après, il y a certains fabricants de mesures qui ont des logiciels qui vont similaires, qui vont pouvoir être utilisés en préconformité. Ça, je vais en parler juste après. Donc la préconformité, comme j'expliquais plus tôt, mais pourquoi, au lieu d'envoyer son DUT en validation, pourquoi ne pas le tester en interne avant, en se rapprochant le plus raisonnablement possible des conditions de conformité? Et c'est tout le but de la préconformité. La préconformité, c'est ça, c'est dupliquer sur site les conditions de test de la conformité. Alors, en lieu et place de tout ce qui est utilisé dans la conformité, c'est-à-dire chambre anéchoïque, et cetera, on va utiliser des substituts. D'accord? Donc, à la place de la chambre anéchoïque, on va utiliser par exemple une pièce en sous-sol, parking, cave, et cetera, ou l'air libre, tout en s'assurant bien sûr que le bruit ambiant est le plus faible possible pour limiter l'impact sur les mesures CEM. Donc attention aux stations de base, télécom, au réseau LMR, et cetera, tout ce qui est susceptible de polluer la mesure. Heu, pour les objets connectés, on peut avoir aussi recours à des petites cellules TEM, comme on voit en bas à droite, hein, qu'on place à l'intérieur, peut être utilisé en lieu et place d'une chambre ou de l'air libre. Hem, Ensuite, un analyseur de spectre, bah, il peut remplacer un récepteur CEM sous certaines conditions. D'accord? Il doit avoir une interface qui soit proche de celle d'un récepteur CEM, certaines fonctions, certains filtres, et cetera. J'en parlerai un peu plus après. Heu et le détecteur quasi-pic, et ben, en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il pourra souvent être remplacé par un détecteur plus pic, pour les raisons que j'ai exprimées tout à l'heure. Heu, donc voilà, c'est tout le concept de la préconformité, c'est ça. Alors est-ce que c'est abordable, un test de préconformité? Ben, en fait, jusqu'à présent, l'élaboration de ces tests, heu, était assez peu abordable. Quand Tektronix, hein, qui est un fabricant, d'oscilloscopes et d'analyseurs de spectre,
a sorti récemment donc un laser de spectre, le RSA306, qui est doté de toutes les fonctions permettant de réaliser ces tests en préconformité. C'est un appareil qui se présente comme on voit à l'écran, hein, sous forme d'un petit appareil de 600 grammes qui se branche sur un port USB, hein, sur un PC portable du marché, et qui permet avec son interface de lancer tous ces tests. On voit ici à droite un test de 10 unités 1000 STD qui est réalisé avec le RSA306 et une antenne log périodique. On voit que si vous pour moins de 4 000 € avec un PC, logiciel qui est inclus et des antennes, des accessoires, LISN si c'est requis, certaines antennes, ça peut être même moins que 3 400 €, hein, c'est à titre indicatif. On en est en fait, autour de un peu moins de 8 000 €, soit moins qu'un seul passage en labo de certification. Donc effectivement, ça peut être intéressant. Le logiciel qui est fourni avec ce RSA306, c'est SignalVue PC et donc il a tout en fait, ce qu'on est en droit d'attendre, heu, pour réaliser des tests CEM de conformité dans les meilleures conditions. À savoir ici, voilà, le résultat direct pass-fail, hein, comme dans les conditions de conformité, avec l'import automatique des standards, des lignes de limite et du tableau d'émission spectrale. Vous avez les gabarits et le paramétrage des acquisitions standardisées qui sont inclus, que vous pouvez rappeler. C'est simplement des fichiers Excel que vous pouvez même changer, hein. Et vous pouvez même aussi compenser la réponse de l'antenne, ou rentrer les facteurs d'antenne pour pouvoir vous rapprocher vraiment le plus possible en termes de réception CEM, le plus possible du labo de validation. Et donc le résultat, échec ou passage, est directement visible en un coup d'œil à l'utilisateur. OK, donc on va passer maintenant à la troisième étape. En fait, c'est l'investigation et le debug. Cette démarche, elle intervient en fait si la conformité ou la préconformité échoue. En fait, l'idée, c'est qu'à partir des fréquences qui posent problème et qui causent l'échec de la préconformité ou de la conformité, on va essayer de retrouver sur le DUT la partie qui est responsable de ces émissions. Donc là, contrairement à la conformité qui se fait en champ lointain, avec des antennes, là, l'investigation va se faire avec les fameuses antennes de champ proche. Donc elle va se faire en champ proche. Heu et ensuite, dès l'identification de la source du problème, bah, les contre-mesures peuvent être prises sur la conception, et la préconformité ou la conformité peut alors être retestée pour voir si ça passe. OK, donc qu'est-ce qu'on peut dire sur le champ proche? Le but du champ proche d'abord, c'est d'exacerber les émissions problématiques. Quand on est en champ lointain, on est à 3 mètres ou à 10 mètres, on ne sait pas ce qui, sur le circuit, sur le DUT, pose problème. Ça peut être un composant particulier, une certaine section d'un circuit, et cetera. Donc il faut nécessairement se mettre en champ proche pour exacerber localement les émissions et pouvoir donc précisément localiser, parfois même à l'échelle de la patte du composant, le signal fautif. OK, donc il y a 2 types en fait de types de champs qui sont mesurables. Il y a le champ électrique, heu, donc qui, heu, qui va être utilisé plus quand on a des sources haute tension et bas courant, circuit haute impédance, des traces de PCB non chargées 50 ohms. Les antennes utilisent plutôt une forme de mine de crayon, comme on voit sur la gauche, et la sensibilité va être maximum perpendiculaire à la source. Alors il faut orienter convenablement son antenne par rapport aux champs électriques et magnétiques, hein, qui sont tous les deux orthogonaux. Ensuite, on a le champ magnétique pour plutôt les sources au courant basse tension, les ALIM, les lignes de transmission, les câbles chargés 50 ohms. Euh, Ces antennes ont une forme de boucle, hein, donc comme on voit. La taille de la boucle, elle peut varier, elle peut avoir différentes tailles. Plus la boucle est grosse, plus on est sensible, mais moins on a de résolution spatiale. Donc, typiquement, on commence par la plus grosse boucle, et puis dès qu'on a identifié plus ou moins la zone problématique, on vient réduire la taille de la boucle pour identifier précisément le composant ou la zone qui pose problème. Et bien sûr,
le champ magnétique, étant donné que c'est un champ magnétique, on va placer cette boucle parallèle à la source. Un autre avantage du champ proche, c'est que, il n'y a pas de contact, évidemment, d'accord? Contrairement à des sondes d'oscilloscope, par exemple, qui permettraient aussi ou des sondes de courant, qui permettraient aussi de mesurer des courants de tension, et cetera. Là, il n'y a pas de contact, donc il n'y a pas de charge résistive, capacitive sur le circuit sous test, d'accord? Donc il n'y a pas de perturbation du signal qui est, qui existe sur le circuit sous test. Et comme il n'y a pas de connexion de masse non plus, contrairement à une sonde, il n'y a pas de charge inductive non plus. Donc l'intégrité du signal est la meilleure possible, on ne dérange pas le circuit. Ça, c'est aussi important. Alors, ce qui est très important de comprendre sur le champ proche en investigation, c'est qu'on fait des mesures non calibrées qui dépendent du placement de la sonde, d'accord? Quand on met sa sonde au-dessus de la carte, selon la façon dont on la place, dont on l'oriente, de la manière dont on tient la sonde, on va avoir des résultats complètement différents. Ça, c'est très important à comprendre parce que contrairement aux mesures de conformité, qui se basent sur des mesures absolues, l'investigation en champ proche, elle se base sur des changements relatifs. Donc le cheminement, en fait, il est simple. On règle son analyseur de spectre sur la fréquence qui pose problème, fréquence voulue, et on stabilise la sonde de champ proche. Voilà, donc c'est pour ça qu'un trépied ou un petit un stabilisateur mécanique est très utile. On fait les changements sur le design qui sont jugés pertinents et on refait la mesure. D'accord? Et on regarde tout simplement combien on a gagné de dB en termes d'amplitude. Et cette différence d'amplitude, bah, elle sera à peu près de l'ordre, à peu près, hein, l'ordre de grandeur de ce qui sera gagné aussi dans la préconformité, dans la conformité par rapport au gabarit. Donc là, on a un exemple, hein, euh, de, de, de 2 traces, hein, qui sont faites sur le RSA 306, avant et après changement, donc en l'occurrence amélioration du blindage en rajoutant de la ferrite. On gagne 12 dB et donc vraisemblablement on gagnera 12 dB aussi sur la préconformité. C'est pas tout à fait vrai parce que ce qu'on voit en champ proche, c'est pas ce qu'on voit forcément en champ lointain. Ça, sans rentrer dans les détails, mais en gros, quand on gagne en debug, on gagne aussi forcément après en investigation, en conformité. Quelle instrumentation il faut pour faire ça? Bah là, c'est encore plus simple, puisque un simple analyseur de spectre suffit, parce qu'il suffit de pouvoir afficher 2 traces, et de comparer, mettre des curseurs. Donc là, il faut vraiment, un analyseur de spectre, classique, d'accord? Par exemple, toujours le RSA 306B qui va être capable de gérer la préconformité et aussi le debug, hein, et un kit d'antenne de champ proche. Donc, par exemple, le kit Beehive comme affiché ici. Heu, voilà. Donc il faut prévoir ces antennes de champ proche, une ou plusieurs antennes. Il y a certaines autres, fonctions, d'accord, en plus des fonctions inhérentes à un analyseur de spectre classique, qui peuvent être un atout vraiment important quand on chasse les EMI. Donc par exemple, le mode spectrogramme, qui est aussi appelé waterfall, hein, pour ceux qui connaissent, il fournit des informations précieuses sur le comportement temporel des interférences. Par exemple, vous avez, quelle durée, combien de temps dure l'interférence, s'il y a un certain, schéma de répétition, un intervalle de répétition, à quelle fréquence, est-ce qu'il y a une variation longue durée en fonction du temps, et cetera. Ça, vous pouvez le voir avec le mode spectrogramme qu'on voit ici, en haut à gauche, hein, c'est une vue du spectre du dessus. On est capable de choisir une base de temps et de faire défiler le spectre comme ça en fonction du temps, pour voir un petit peu, comment se comporte le signal en fonction du temps. Ça peut aider à identifier quel est le 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 composant ou la partie fautive sur le circuit. On a aussi en standard un masque fréquentiel qui peut permettre de comparer le signal à ce masque et de détecter des interférences qui surviennent aléatoirement, voilà, comme c'est, montré ici en haut à droite. Et dès qu'il y a une interférence qui passe dans ce masque, eh bien on peut faire des alarmes, enregistrer les données automatiquement, et cetera, sur le long terme. Enfin, une dernière, fonctionnalité du RS-36 qui est très utile dans la chasse aux interférences, c'est son mode DPX. C'est un mode temps réel, qui est capable de produire 10 000 spectres par seconde.
À quoi ça sert de créer 10 000 specs par seconde? Bah, ça permet tout simplement de réduire les temps morts entre chaque acquisition et d'augmenter considérablement la probabilité de capture d'événements transitoires. Donc il y a des EMI qui sont transitoires, qui sont courts, et si on n'a pas le bon matériel, un analyseur de spectre standard ne saura pas les voir, ou alors il faudra attendre très longtemps. On aura une probabilité de capture très mauvaise. Avec un analyseur de spectre temps réel équipé de ce type de technologie, voilà, ici un exemple, hein, après 5 secondes, on voit ici en vert l'EMI qui est apparente, et comparé à l'affichage d'un analyseur de spectre avec une trace max hold, qui est ce qu'on utilise quand on n'a pas le temps réel, ben il faut quand même attendre 1 minute avant de voir quelque chose. Donc, on n'a pas forcément le temps avec son antenne de champ proche de passer sur tous les endroits du circuit et attendre 1 minute. D'accord, donc c'est très pratique d'avoir ce type de dispositif. Alors, pour le debug et l'investigation, on peut aller encore plus loin, d'accord? Parce que parfois, l'identification de la source des EMI, elle n'est pas directe. Par exemple, on a une EMI à 500 MHz et ma connaissance, de par ma connaissance de mon circuit, bah, je connais aucun composant qui fonctionne à cette fréquence dans mon DUT. À ce moment-là, comment est-ce qu'on va pouvoir agir sur le design pour réduire cette interférence? Dans le cas, comme je disais au début de l'introduction, la corrélation entre les différents signaux du DUT, elle est la clé pour remonter à la cause de certaines interférences complexes. Et c'est ce qu'on voit en l'occurrence dans l'exemple qui est à l'écran. On a une EMI large bande qui est détectée en champ proche, hein, autour de 500 MHz. Donc on voit son profil temporel, on voit qu'il est impulsionnel, on voit 3 impulsions à l'écran, toutes les à peu près 100 microsecondes. OK. Ça, c'est ce qu'on voit au niveau de l'ARF, et sur cet instrument en question, on va prélever sur le DUT, sur une des autres entrées, un signal analogique, complètement différent. Ça peut être, un signal de switch de la LIM, ça peut être une horloge ça peut être un BUSY de C, ça peut être n'importe quoi. Mais on va se rendre compte que, dans ce cas précis, il y a une pile coïncidence entre mes bursts RF à 500 mégas et puis ce signal analogique. Ça veut dire que, le circuit qui est responsable heu, de la création de ce signal en bleu, crée ces interférences, à 500 MHz. Et si on n'a pas, d'instruments capables de faire la corrélation, entre ces différents signaux, eh ben le debug devient très compliqué, d'accord? Et ici la corrélation, elle peut être directement établie, heu, bien que les signaux soient de différentes natures et de fréquences, complètement différentes. Ça, c'est possible avec un autre instrument haut de gamme qui est très puissant pour faire de l'investigation CEM, qui est le MDO 4000C, qui est un oscilloscope, d'accord? Donc un oscilloscope 4 voix, qui intègre en plus de ces 4 voix d'oscilloscope, des voix numériques, canaliseurs logiques, et une voix RF dédiée, heu, le tout qui va pouvoir être utilisé de manière synchrone, heu, avec toutes les voix. Donc on a, si vous voulez, 16 voix logiques, 4 voix analogiques et une voix RF, donc 21 voix qui sont synchronisées, temporellement, qui partagent le même circuit de déclenchement et qui sont visualisables simultanément à l'écran. Heu, donc ça va permettre de justement, heu, faire de l'investigation, complexe sur des signaux mixtes et pouvoir remonter à des causes de problèmes CEM qui peuvent être, un petit peu tordus. Heu, Ce scope est en plus, en mesure de décoder donc des bus série qui sont très fréquents dans les objets connectés, hein, SPI, I2C, UART, RS-232. On est capable de les décoder. D'analyser aussi des signaux de puissance, hein. N'oubliez pas qu'il y a toute une partie puissance, hein, dans l'objet connecté, éventuellement avec un convertisseur, AC-DC, DC-AC, et cetera.
donc potentiellement des switches, hein, qui peuvent des MOSFET et cetera qui peuvent créer des interférences. On peut aussi, mesurer, faire des mesures de puissance sur les convertisseurs de puissance, le tout corrélé, intégralement à l'ARF. Et puis bien sûr, je vous parle même pas, de la possibilité d'analyser les signaux radio, hein, cette fois-ci, les datas, transmises en RF, heu, qu'on peut aussi bien sûr démoduler. Donc, les modulations numériques qui sont utilisées sur les objets connectés, FSK, SK, QAM, QPSK et cetera, tout ça, on peut les analyser en détail avec ce type d'équipement. Donc c'est vraiment un équipement transverse, pour pouvoir travailler sur les objets connectés, et faire de la CE. D'accord? En conclusion, les points clés, comme vous l'avez compris, aujourd'hui de nombreux techniciens et ingénieurs peuvent en témoigner, hein. Échouer les tests CEM, ça coûte du temps et de l'argent. D'ailleurs, seulement 1 sur 10 de ces gens-là affirment passer la certification au premier essai. C'est vraiment rien du tout. 9 tests sur 10 échouent la première fois. Ce qui fait que mettre en place des tests en amont, c'est vraiment la meilleure façon de se prémunir contre des problèmes et des échecs. Et c'est aujourd'hui à la portée de toutes les bourses, hein, même celles des petites PME qui sont impliquées dans les objets connectés. Et donc Tektronix a dernièrement, voilà, orienté ses sorties de produits et a orienté sa gamme sur des produits vraiment performants et abordables, comme la série RSA, analyseur de spectre que je vous ai montré, et les scopes MDO, qui permettent de faire de la pré-certification, CEM et de l'investigation avancée, et qui permettent aussi de travailler sur les signaux, mixtes et les signaux radio, présents sur les objets connectés. Voilà, ma présentation se termine ici. Excusez-moi pour les coupures de son. C'est sûrement un problème de bande passante de mon côté. Heu, Vous avez 2 liens ici, si vous souhaitez, accéder à plus de contenu technique sur les objets connectés ou sur la CEM. On a énormément de notes d'application et de documents techniques très intéressants que vous pouvez, télécharger. Je suis à votre disposition aussi, hein, pour, toute question technique. N'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail, et bien sûr, n'hésitez pas aussi à revenir pour toute question technique commerciale vers Jean-Denis, vers Distram, hein, heu, pour toute question, commerciale. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente, fin d'après-midi, et puis voilà, je me joins à Jean-Denis pour répondre à vos éventuelles questions. Merci.